André Breton définit le surréalisme comme un automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer par écrit ou de toute autre manière le mécanisme de la pensée. Il s'agit d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Inspiré par les théories psychanalytiques de Sigmund Freud, le surréalisme cherche à exprimer le fonctionnement de l'inconscient et les rêves à travers des œuvres d'art et des écrits. Parmi les artistes les plus célèbres associés au surréalisme, on trouve Salvador Dali, René Magritte, Paul Nouguet, Johan Miro, Max Ernst et André Breton lui-même. Le surréalisme s'est exprimé dans la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma et même la photographie, tout en partageant une approche commune de l'art comme moyen d'accéder à la vérité intérieure et à la libération de l'esprit. L'écrivain haïtien René Depestre le voit de la manière suivante. Le surréalisme était ce mouvement de l'esprit et de la sensibilité qui, au cours des années 20 et 30, avait, avec un éclat sans précédent, dénoncé les mystifications, les hypocrisies, les relativismes moraux, les dérisions et les stupres qui faisaient obstacle sur cette terre à l'émancipation des meilleures facultés de la condition humaine. Dans un ouvrage publié en 1988 intitulé « Transfert, les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand 18e-19e siècle », les historiens Michel Lespagne et Michael Werner étudient les relations d'importation culturelle mutuelle entre la France et l'Allemagne. Et quels sont les véhicules privilégiés dans ces transferts culturels? Eh bien, ce sont les élites et les institutions qui favorisent ces transferts. Dans le cas d'Haïti, on verra que ce sont les hommes, Pierre Mabille, André Breton, René Depestre, René Bélance, Paul Larac, Hamilton Garout, etc. Mais ce sont aussi les institutions. Le journal La Ruche, fondé par René Depestre, Jacques-Stéphane Alexis, Gérald Blancourt, Théodore Becker et Gérard Chenet. Le Centre d'art, rénové et dirigé par l'Américain DeWitt Peters. La salle Rex Théâtre, qui accueillera certains événements. La salle Savoie, qui abritera des réunions tous les vendredis. Et sans oublier l'Institut français, fondé par les ethnologues Jean Price-Mars et Jacques Roumain, afin de diffuser la culture. Et dans le cas présent, le transfert s'est fait dans deux sens. Le surréalisme en influence sur Haïti et Haïti poussant le surréalisme à son paroxysme. D'où le titre de cette émission, le surréalisme bousculé et bouscule en Haïti. Dans les années 40, Haïti est une véritable plaque tournante culturelle. Après la visite d'Aimé Césaire et l'affirmation de sa négritude dans la capitale haïtienne, il y a celle en 1945 du père du surréalisme, André Breton. Pierre Mabille, attaché culturel de l'ambassade de France en Haïti, ami personnel de Breton et cofondateur de l'Institut français de Port-au-Prince, est un passionné de culture et surtout, il est un surréaliste lui-même. C'est lui qui invite le poète de la négritude Aimé Césaire en Haïti en mai 1944, afin qu'il donne une série de conférences dans le cadre du Congrès international de la philosophie, tenu à Port-au-Prince du 24 au 30 septembre 1944. Un an plus tard, c'est le surréaliste des surréalistes, André Breton, accompagné de sa femme, l'autrice chilienne Elisa Claro, qui débarque en Haïti, à l'initiative toujours de Pierre Mabille. Ces deux visites suivent celle un an plus tôt d'Alejo Carpentier. L'écrivain cubain d'inspiration du réalisme merveilleux visite la forteresse de la citadelle La Ferrière et le palais sans souci conçu par le roi Henri Christophe. La venue de Breton est tout sauf anecdotique. Elle crée même une effervescence. Tout le monde veut lui faire la démonstration de l'expression d'un bouillonnement littéraire en Haïti. Par exemple, il y a un jeune qui se dépêche de publier à compte d'auteur un recueil, Étincelle. Il s'agit de René Depestre. D'autres écrivains, poètes, artistes vont essayer de montrer ce qu'ils peuvent produire. Port-au-Prince devient la ville culturelle des Caraïbes. En effet, Breton va visiter les lieux phares de la production artistique et littéraire haïtienne. Le centre d'art développé par l'Américain DeWitt Peters par exemple. Il donnera une série de conférences sur l'art et la littérature à l'Institut français de Port-au-Prince. Il participe à bon nombre de réunions organisées
par les artistes et les écrivains haïtiens, tous les vendredis, au Café du Savoir, durant toute la durée de son séjour. Le surréalisme va influencer Haïti, mais va aussi être influencé. C'est le début d'un processus d'interculturation intégrale, pour reprendre l'expression de Claude Clanet. Le surréalisme haïtien est spontané. Il s'exprime sans livre. D'ailleurs, les Haïtiens n'ont pas attendu Breton pour produire du surréalisme dans la littérature et dans la peinture notamment. Ainsi, la poésie de Clément Magloire Saint-Aude, membre de la revue Les Griots, relève tout à fait du surréalisme. En effet, ses recueils Dialogue de mes lampes et Tabou, publiés en 1941, sont ses œuvres qu'on peut camper dans cette catégorie. D'ailleurs, en 1941, Saint-Aude publie dans Haïti Journal un article sur le surréalisme. Il l'intitule « Disque sur le surréalisme ». Dans ce texte, il fait l'éloge du surréalisme et met l'accent sur l'aspect fondamental qu'il préfère dans cette écriture, c'est-à-dire l'absence de contraintes. Il écrit ceci. Le surréalisme rejette les mets essentiels et conformistes et n'assigne pas de limite aux horizons de l'esprit. Le surréalisme ne saurait trouver nulle sympathie chez les esprits superficiels. Il séduit les réfractaires, les baudelairiens, les non-assagis. Et puis, il n'y a pas que Saint-Aude à compter parmi les surréalistes haïtiens. En effet, il y a aussi René Bélance, Paul Larac et Hamilton Garraud. L'autre élément du surréalisme dont il faut tenir compte est sa connivence avec le vaudou. En effet, André Breton sera passionné par ce culte. Il se rend à 8 reprises dans les péristyles pour assister en compagnie de Pierre Mabille et du peintre cubain Wilfredo Lam à des cérémonies vaudou. L'intérêt de Breton pour le vaudou est sérieux. On peut penser que Breton a rendu service à Haïti en visitant le pays, mais c'est le contraire. C'est Haïti qui rend service à Breton, lui permettant d'effectuer un voyage enrichissant qui va l'aider à compléter sa réflexion sur le surréalisme. De plus, après son voyage en Haïti, il se rapproche de la magie et de l'approche chamanique. Il se rapproche de l'expression authentique de l'être humain. La spiritualité et le mysticisme des Haïtiens sera une source d'enrichissement pour le courant du surréalisme. Le vaudou prend tout son sens dans l'esprit de Breton, où l'hégémonie du conscient et du quotidien laisse la place à la dimension révélatrice des événements. Voici la première vérification des phénomènes de transfert culturel, comme dans la théorie de Michel Espagne et de Michael Werner. À ne pas confondre avec les phénomènes d'acculturation développés par le théoricien Melvin Herskovits. En effet, le transfert est un phénomène d'enrichissement, par lequel on ajoute à ce qu'on a déjà, alors que l'acculturation est un phénomène d'appauvrissement, où l'on perd ce qu'on avait. Mais il y a un autre domaine où le surréalisme haïtien s'exprime sans code et loin des dogmes des écoles de création. C'est la peinture. Invité avec sa femme Elena Holzer en octobre 1945 à l'inauguration de l'Institut français, Wilfredo Lam, le peintre cubain, était quant à lui impressionné par les peintres surréalistes haïtiens qui couraient les rues et qui étaient imprégnés par un univers onirique. En effet, Wilfredo Lam et Elena Holzer doivent préparer une exposition au Centre d'Art en janvier 1946. Ceux qui connaissent Haïti connaissent l'importance de l'univers onirique dans la culture haïtienne. Haïti, pays où les rêves font écho, les rêves font acte, les rêves dictent les comportements. Mais aussi les rêves dictent la production artistique. Les peintres haïtiens ont toujours peint leurs rêves. Ce qui se passe dans les rêves des individus est un guide de leurs actions quotidiennes. Certains courent y jouer à la loterie, convaincus que chaque rêve correspond à un numéro qui va être gagnant à la loterie du dimanche. Par exemple, celui qui rêve de la banane sait qu'il doit miser sur les chiffres 47 et 74. Le coq correspond au 11, Dieu au 33, le sexe masculin au 66, la maison au 09 et 90, le cochon au 23 et le 32. Il existe une relation sacrée, prophétique, prémonitoire entre la numérologie et le domaine onirique en Haïti. Alors les peintres, eux, peignent leurs rêves.
Wilfredo Lam raconte son émerveillement suite à sa rencontre avec ses peintres. Il rencontre et se fascine pour le poète Magloire Saint-Aude, le sculpteur Albert Mangonès et les peintres Hector Hippolyte, Philomé Aubin, Jasmin Joseph, Rigaud Benoît, Wilson Bigot, préfète Dufaux. Pourtant, Wilfredo Lam n'était pas n'importe qui. C'était déjà un peintre de renommée internationale qui avait déjà tout vu. Il avait côtoyé tous les mouvements d'avant-garde de son époque. Ce peintre de haut niveau fut émerveillé par tant de talent en Haïti. Fasciné, Wilfredo Lam et sa femme Elena Holzer accompagneront André Breton et Pierre Mabille dans les péristyles pour prendre part aux cérémonies vaudou. À propos de son séjour en Haïti, Lam dira ceci. On croit à tort que mon œuvre prit sa forme définitive à Haïti. Mon séjour là-bas ne fit que l'élargir, comme celui que je fis au Venezuela, en Colombie, dans le Mato Grosso brésilien. J'aurais pu être un bon peintre de l'école de Paris, mais je me sentais comme un escargot hors de sa coquille. Ce qui vraiment élargit ma peinture, c'est la présence de la poésie africaine. Car qu'est-ce qui est important? Naître ou grandir? Vous m'avez compris. Pour sa part, le critique d'art José Gomez Sicré, qui visite Haïti en 1945, est également fasciné par ces peintres qui peignent sans conscience. José Gomez Sicré va recommander le travail de ces peintres à l'international, et notamment au directeur du musée d'art moderne, Alfred Barr et René Arnoncourt. Le critique, poète et collectionneur d'art, l'américain Selden Rodman, qui fréquente le centre d'art, va publier en 1948 un ouvrage où il dira ceci. Cette école est un miracle culturel, une étincelle soudaine qui a émergé spontanément du substrat de la créativité populaire, alimentée par la culture vaudou. Il sera également responsable de la diffusion aux États-Unis et dans le monde de l'héritage de l'art haïtien au XXe siècle. Pendant plus de 60 ans, Rodman et sa femme Carole vont s'immerger dans la vie et la culture haïtienne. On le verra notamment adopter la culture vaudou et tracer des vévés pour l'incantation des esprits. La peinture et la sculpture haïtienne lui doivent leur notoriété internationale. Les œuvres surréalistes de ces peintres haïtiens vont bientôt pénétrer les musées du monde entier. Ainsi, les voyages que ces hommes avaient faits en Haïti vont les aider à grandir sur le plan métaphysique, humain et artistique. Mais ils feront grandir la culture haïtienne également. Là encore, nous sommes bien en plein dans les phénomènes de métissage culturel, c'est-à-dire l'appropriation ou l'assimilation d'un aspect culturel d'une société par une autre, comme dans la théorie des transferts culturels de Michel Espagne et de Michael Werner. La publication en 1945 par René Depès du recueil de poèmes Étincelles et la parution le 1er janvier 1946 du numéro 2 de la revue La Ruche sont deux instants de collaboration entre René Depès et le surréalisme en action. Sachant que Breton est en route vers Haïti, le jeune Depès, alors âgé de 20 ans, se presse de publier son livre à compte d'auteur. Pour avoir quelque chose à montrer à Césaire et à Breton, aime-t-il dire. On ne peut pas réduire la visite de Breton en Haïti à une seule mission culturelle. Elle est forcément politique compte tenu du contexte. En effet, le père du surréalisme débarque en Haïti dans un contexte spécifique. Sur le plan social, c'est la domination de la question des classes en Haïti. Sur le plan ethnique, les questions de couleur font rage. Sur le plan religieux, c'est l'heure d'une violente campagne anti-superstitieuse dirigée contre le vaudou, la religion représentative de l'identité culturelle haïtienne. Sur le plan psychologique, le pays se remet de l'occupation américaine. Sur le plan politique, le régime pro-américain d'Elie Lescaut est contesté. Sur le plan économique, c'est la baisse du prix du café sur le marché mondial. Tout cela ne peut produire une littérature et une culture sans âme. Le catalyseur de la révolte sera la création du journal La Ruche en 1945. Un journal littéraire et politique d'avant-garde, l'organe de la jeunesse révolutionnaire haïtienne. Mais la présence du surréalisme va également faire son effet. En effet, dans un climat de lutte de l'État haïtien contre le vaudou, André Breton prend une position qui va secouer les fondations du pouvoir de Lescaut. En effet, dans son discours inaugural du 14 décembre 1945 à l'hôtel Savoie, Breton déclare «
Dans les périodes de grande crise sociale et morale, le vaudou permet de retrouver les aspirations fondamentales, les aspirations incontestablement authentiques de l'être humain. Avant de quitter la salle, il conclut que le surréalisme verra toujours dans la jeunesse la lucidité aussi bien que la vraie puissance, et que l'indépendance historique en Haïti évoque une volonté d'émancipation qui ne s'est jamais démentie. Et son départ de la salle, sans saluer le chef d'État, est un camouflet pour celui-ci, une prise de position politique à coup sûr. Plus tard, il prendra des positions en faveur de la lutte haïtienne, dans la salle du Rex Théâtre. À l'occasion, il salue la lutte des peuples colonisés contre l'impérialisme. Ce discours contribue à sensibiliser les jeunes à l'importance de la lutte. Les discours de Breton seront publiés dans La Ruche, le journal sera interdit, De Pestre et Becker seront arrêtés. Le soulèvement va conduire à la chute de Lescaut. Mabille et Breton seront accusés d'être des espions à la solde de Moscou. Breton quitte Haïti pour la Martinique le 16 février 1946. Mais le surréalisme aura eu raison du régime autoritaire de Lescaut. Le mouvement du surréalisme va sortir grandi du passage de Breton en Haïti. Le vaudou viendra l'enrichir. La sacralité du domaine onirique haïtien va lui être si chère, au même titre qu'a pu l'être la psychanalyse de Freud. Nous sommes bel et bien dans des phénomènes de métissage culturel. Sans nécessairement le vouloir, André Breton a fait bouger les lignes et a éveillé les consciences en Haïti. Le gouvernement de Lescaut en a fait les frais dans un contexte culturel, politique, économique et social propice à sa chute. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fut un temps où les intellectuels du monde entier, des artistes, des écrivains, des critiques d'art ou de littérature allaient en Haïti pour grandir, pour être inspirés. Graham Greene, William Seabrook, José Gomez Sicré, Wilfred Olam, Selden Rodman, André Malraux, Alfred Métro, André Breton, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Alejo Carpentier. Tous ces hommes allaient en Haïti pour être meilleurs. Meilleurs sur le plan humain, meilleurs sur le plan métaphysique, meilleurs sur le plan spirituel, meilleurs sur le plan artistique. Tous ces hommes allaient en Haïti apprendre leur métier d'homme, leur métier d'humaniste. Aujourd'hui, en Haïti, on n'y pratique plus que le métier de la mort.